Bonsoir à tous et bienvenue. L'actualité ce soir nous mènera vers Longoni où son port a fait l'objet d'un déblocage ce mardi. Barrage installé depuis la semaine dernière, élevé par les forces de l'ordre à la demande du préfet. Du côté de Mayotte Channel Gateway, pas d'évolution dans le conflit opposant la direction à ses agents grévistes. Le point au cours de cette édition. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre JTM. Cela fait maintenant un mois que les ex-agents de la CCIM sont en grève. Depuis jeudi dernier, un barrage avait été monté devant les portes de l'infrastructure portuaire. Mais ce matin, le préfet de Mayotte a ordonné la levée des entraves à la libre circulation des marchandises. En attendant, le conflit se poursuit. Et explication. Les lycéens de Kahani ont entamé ce matin leur deuxième journée sans cours. En effet, le personnel éducatif du lycée polyvalent exerce son droit de retrait suite aux actes de violence qui ont eu lieu aux abords de l'établissement. Le point sur les revendications au cours de ce journal. La semaine européenne de la réduction des déchets, c'est jusqu'au 26 décembre. Et pour cause, d'après l'ADEME en France en 2014, ce ne sont pas moins de 324 millions de tonnes de déchets qui ont été produites. L'occasion pour nous de faire un focus sur les éco-gestes à adopter pour agir au quotidien en faveur de notre environnement. Focus à la fin de cette édition. Comme annoncé dans les titres, direction Longoni dans votre 19h où depuis près d'un mois, la grève au sein de la société MCG ne trouve pas d'issue et ce malgré une nouvelle rédaction d'un protocole de sortie de conflit. Grévistes et direction peinent à se comprendre. Ce matin, le préfet a donc décidé de se mêler dans cette affaire et demander aux forces de l'ordre de lever le barrage qui bloquait jusqu'alors la route menant à l'intérieur du port. Les grévistes ont envoyé à la Diète un nouveau protocole de sortie de conflit. Les explications de Pierre Bellucci, Leslie Vimenet et Bastien Sabouret. Depuis la réunion qui s'est tenue lundi 13 novembre à la Diète, salariés grévistes comme direction du délégataire MCG avaient espoir de trouver un point final au conflit qui les oppose. Néanmoins, le protocole envoyé par Idanel ne convient pas aux ex-agents de la CCIM. Après lecture de contenu, on a constaté que ce n'est pas un modèle de protocole qui peut nous amener à une sortie de crise. Parce que dedans, il n'y avait rien de concret. C'est ne que le résumé de tout le début du dépôt du préavis de grève jusqu'au jour où on y était. Donc même les tribunaux, tout ça, ça a été évoqué. Et je ne vois pas pourquoi dans un protocole, on va écrire que les gens ont été condamnés à payer 500 € d'amende et 100 € d'astreinte. Ça, ce n'est pas un protocole. Peut-être juste pour nous faire mémoire de ce qu'il nous a fait. Dans la journée et à la demande de la Diète, les grévistes ont à leur tour envoyé un protocole de sortie de conflit. En attendant qu'il soit examiné, ce matin, le préfet a sommé les forces de l'ordre de lever toute entrave à la libre circulation des marchandises. Une décision dont se réjouit le chargé de mission du délégataire. Ce matin, ça a été débloqué grâce aux réclamations de Mme Nel et à l'intervention du préfet. Sachant que le préfet devrait mettre en application une décision de justice et qu'on ne peut pas comprendre qu'entre-temps le port soit fermé et que le préfet n'exécute pas cette décision. Du côté des grévistes, cette décision du préfet est vécue comme un coup porté à leur mouvement, le blocage étant selon eux le seul moyen de se faire entendre par leur direction. Tant que le préfet est derrière elle, quand je dis derrière elle, c'est du fait qu'elle fait envoyer les forces de l'ordre pour bloquer le conteneur, le portail. Donc je peux dire que le préfet même est dedans. Donc on ne peut pas s'en sortir. Et surtout quand Mme Nel voit que il y a des sorties et d'entrées, elle va rester sans suite, quoi. Un conflit qui s'enlise aux grandes dames des deux parties. En effet, du côté de la direction, le retour à la paix sociale est clairement souhaité. Il n'a jamais été question de mépriser des agents. Il revendique certains éléments qu'ils estiment avoir le droit, mais chacun interprète
à sa manière le texte. Voilà, donc la DIECT est là pour jouer le médiateur, pour que chacun puisse avoir ses droits et qu'il n'y ait plus ces conflits. Nous sommes dans le même bateau, les agents et la direction, et que nous devons avancer ensemble. Depuis plusieurs mois, les ex-agents de la CCIM et la direction MCG ne sont plus sur la même longueur d'onde. Et si tous se disent prêts à faire le nécessaire pour mettre un terme à ce conflit, force est de constater que pour l'heure, la situation n'a fait que s'enliser. Autre front d'un conflit social à Longoni, la société Maïko, où la situation perdure. Après plus de 4 semaines de grève, pas de consensus et encore moins de discussions entre direction et salariés. Une direction qui désormais préfère passer par la justice pour débloquer l'usine. Après l'opération escargot menée jeudi dernier par les grévistes, plusieurs agents ont été convoqués au tribunal. Des employés qui aujourd'hui encore restent déterminés. Sur place, Bastien Sabouret. La grève continue du côté de Maïko. L'entreprise, notamment productrice de Coca-Cola à Mayotte, tourne au ralenti depuis le 27 octobre, date où le mouvement social a débuté. Les grévistes réclament en premier point une amélioration de leurs conditions salariales. La direction a accordé une augmentation de 4% sur les salaires. Seulement cette augmentation ne concernerait pas tous les salariés de la société. 4%, il faut savoir, je leur ai dit encore, c'est pas tous les salariés. Il y a des salariés qui ont bénéficié de l'augmentation de 4%, mais il y a quelques salariés, une minorité des salariés qui n'ont pas bénéficié de cette augmentation jusqu'à ce jour. On demande juste à ce que ces salariés-là bénéficient de cette augmentation et qu'ils les rappellent aussi depuis avril. Les manifestants représentent 115 employés sur les 150 salariés de l'entreprise. Ils réclament une réintégration de leurs collègues licenciés suite à sa suspicion d'agression au couteau envers un autre salarié de Maïko. Ils réclament également une revalorisation des primes existantes et l'application des accords issus de négociations annuelles obligatoires pour tous les employés. Ils demandent enfin le paiement des heures supplémentaires, seulement pour ces dernières, encore faut-il pouvoir les calculer. On demande juste à ce que ces heures supplémentaires soient payées et que nous, qui n'avons pas des badges pour pointer, qu'on nous donne des badges pour qu'on puisse montrer qu'on a fait des heures supplémentaires, qu'on puisse les payer. De Longoni à Mamoudzou a eu lieu une opération escargot jeudi dernier. Si les grévistes assurent ne pas bloquer le site, la direction a attaqué les salariés en justice et a demandé à ce que le blocage soit déclaré illégal. On nous a condamné en gros de payer les frais d'huissier. Les huissiers qu'ils ont engagés depuis La Réunion et ceux qu'ils ont engagés depuis Mayotte. Là, bientôt aujourd'hui, on a vu notre visage d'une huissier. On ne sait pas si celle-là, elle vient de la Réunion ou de Métropole. Les frais, c'est à peu près 8 500. Après, une astreinte de 100 € par jour et par personne en cas de blocage. Il faut savoir que depuis, nous, on ne fait pas de blocage. Il y a les femmes leaders qui viennent là. C'est eux qui mènent le mouvement aujourd'hui, mais ce n'est pas nous. La préfecture dit qu'ils ne peuvent pas intervenir et pourtant ils nous envoient un agent de RG. On ne comprend pas. S'ils peuvent pas faire quelque chose, pourquoi ils nous envoient un agent de RG pour venir voir ce qui se passe ici? On n'a pas besoin d'un agent de RG, nous on a besoin de quelqu'un avec qui discuter, trouver une solution, sortir dans cette situation. Les grévistes se sentent méprisés par les dirigeants de Maïko, qui selon eux restent sourds à toute proposition de négociation. De notre côté, nous n'avons pu joindre la direction. Un bon père, c'est celui qui nourrit ses enfants. Mais pas laisser les enfants souffrir comme ça c'est pas un bon père ça. Autre titre ce soir dans l'actualité, en éducation, deuxième journée consécutive sans cours pour les lycéens de Kahani. Les professeurs du lycée polyvalent ont de nouveau invoqué ce mardi un droit de retrait. Un mouvement dû aux derniers événements de violence aux abords de l'établissement de la commune de Ouangani. Des enseignants qui aujourd'hui lancent un appel aux autorités et demandent des moyens pour lutter contre l'insécurité grandissante dans la zone. Reportage. Dans une cour de lycée quasiment vide, chacun tente de prendre son mal en patience. Pour la deuxième journée d'affilée, les 1600 élèves de l'établissement de Kahani n'auront pas cours.
Un climat scolaire bien difficile à vivre pour les lycéens. On nous avait dit qu'il y aura cours, mais on est venu, là il n'y a pas cours, il n'y a pas de prof. On est choqués, il n'y a personne. On est juste là et on n'a pas de bus. En plus de ça. Notre prof nous avait dit qu'il n'y aura pas cours le lundi, mais il y aura cours le mardi. Et je suis venu ici, il n'y a pas cours. En fait, nous qui venons de très loin, on n'a pas de bus. Moi, je dis que c'est une mauvaise situation parce que c'est nous qui allons sortir perdants parce qu'il y a les cours qui sont annulés et tout. On ne pourra pas se rattraper pour nos examens à la fin de l'année. Pas d'enseignement ce mardi à la suite d'un nouveau droit de retrait exercé par les enseignants. Pour le personnel éducatif, la situation n'est tout simplement plus tenable après les derniers événements de violence aux abords de l'établissement. Il y a eu des violences extrêmes, c'était vraiment une guérilla urbaine et nous avons été caillassés pendant plusieurs heures. Il y a eu ici, ce n'était plus une école, ce n'était plus un pays, c'était la guerre. Et nous ne voulons plus connaître cela. Nos élèves ont peur, des tas de gens ont peur. Nous venons parfois ici au travail avec une peur au ventre, ce qui n'est pas normal. Nous voulons vraiment que ça change, et que ça change pour tous d'ailleurs ici à Mayotte. Une équipe pédagogique bien impuissante face au phénomène d'insécurité rencontré depuis maintenant des années. Aujourd'hui, elle demande un renforcement des effectifs et de la sécurité au sein de la zone scolaire. Nous sommes passés de 800 élèves à 1600 élèves sans augmenter nos moyens de personnel. Nous voulons un nouveau CPE, nous voulons 4 surveillants, nous voulons un personnel administratif et nous voulons surtout être encadrés par des gens compétents qui puissent nous protéger et protéger nos enfants. Le mouvement des professeurs devrait se poursuivre dans les jours à venir. Contacté, le vice-rectorat a annoncé la tenue d'une réunion dans la journée de mercredi. Une rencontre où les services de l'État, les collectivités et l'éducation nationale décideront de l'avenir du hub, lieu de correspondance de transport scolaire, mais également de violence à répétition. En politique, après le fiasco de l'élection présidentielle de l'Interco Outre-mer la semaine dernière qui devait revenir à Mayotte cette année, il est l'heure des règlements de compte. L'affaire fait depuis grand bruit dans le département après l'image donnée par les représentants du territoire. Invité de la matinale de Kwezi, Abdoulaye Ariti, porte-parole des Républicains et soutien du candidat du syndicat des eaux, Ahmed Rama, a donné sa version de l'affaire et n'a pas hésité à accuser les maires des communes de manœuvres politiques contraires à l'intérêt général. Écoutez. Nous avons un monsieur qui s'appelle Ahmed Rama, qui siège au CIEM depuis pratiquement 15 ans, qui siège à l'Interco Outre-mer depuis sa création. Donc le projet était simple. La légitimité aurait voulu que ce soit M. Hassan Abdallah, sénateur et vice-président de l'Interco Outre-mer, qui soit le président. Nous avons considéré qu'il n'avait pas à négocier avec les maires. Il fallait négocier avec M. Hassan Abdallah, qui était légitime pour être président, puisque c'est ce que souhaitaient d'ailleurs ses collègues. En acceptant de céder le poste, parce que nous sommes tous d'accord qu'à Mayotte, le cumul des mandats commence à énerver les gens, pour rester correct. Donc nous avons tous milité pour que ce soit M. Ahmed Rama. Et du jour au lendemain, les maires, pour une fois, se mettent d'accord parce qu'il y a un poste en jeu, parce qu'il y a des indemnités en jeu, parce qu'il y a des arrangements entre amis, nous sortent un candidat, qui est M. Maharifa, que j'aurais dû soutenir. Parce que les Républicains, mais je le dis ici, je suis porte-parole des Républicains, à aucun moment, notre famille politique n'est associée à ces arrangements. Donc pour nous, nous ne sommes pas du tout concernés. Bonsoir Ismaël Mdariman Saeva. Bonsoir M. Chamsidine, bonsoir aux téléspectateurs maoris qui nous regardent. Bienvenue dans ce 19h. Vous êtes le président de l'Interco du Sud. Est-ce que c'est la faute des maires, cette situation? Est-ce que les maires sont responsables de cette situation? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Parce que M. Abdoulaye Ariti, qui est venu s'exprimer ce matin sur cette chaîne, je ne pense pas, ou je ne me rappelle pas l'avoir vu dans les discussions, dans les réunions qui ont abouti à cette élection. Ni de près, ni de loin. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a eu des discussions et des réunions pour préparer cette élection. Pour donner l'exemple, une des réunions qui s'est tenue le dimanche, la veille de l'ouverture de la conférence, à la mairie de Mamoudzou,
sous l'invitation de Hassan Abdallah, le sénateur de Mayotte. Donc les 5 communautés de communes ont été invitées, nous étions tous présents. Et il a posé la question, c'est lui qui menait les débats, qui était candidat. Il y en a eu 3. Il y a eu le maire de Tangamouji, M. Manrifa. Il y a eu la candidature d'Ahmed Rama, qui est un délégué du SIAM. Et également, il y a eu la candidature de M. Mikidadi Oumadi. Comme il y avait trois candidats, il fallait trancher. On leur a demandé de sortir pour discuter entre eux, pour revenir avec un seul candidat. Lorsqu'ils sont revenus, il n'y en avait plus que 2 candidats. C'était M. Rama ainsi que M. Manrifa. Et les discussions ont poursuivi. Donc, à l'issue de ce débat, les 2 candidats ont maintenu leur position. Hassan Abdallah a demandé à ce qu'on fasse le vote. Il n'y a pas mieux qu'une expression démocratique pour départager les 2 candidats. Les 2 candidats ont accepté ces conditions et ils se sont engagés à ne pas contester les résultats qui sortiront de ce processus. Alors vous nous dites que vendredi, le dimanche, à la veille de l'ouverture justement de cette 11e conférence de l'Interco Outre-mer, il y a eu consensus. Comment expliquer que vendredi, nous en sommes arrivés là? Alors, je vais terminer quand même mes propos concernant le déroulement de cette réunion. Alors, on a fait les votes, comme l'avait demandé le sénateur et comme il avait été accepté par les 2 candidats. À l'issue des votes, sur les 10 électeurs qui étaient présents, 7 voix pour M. Manrifa et 3 voix pour M. Rama. Donc, nous avons tous applaudi, nous avons même fait un fatia, que voilà, nous avons trouvé une issue. M. Rama l'avait accepté et toute l'Assemblée l'avait accepté également. Je n'ai pas, et à partir de là, je n'ai pas compris la réaction du président du SIAM le vendredi, puisque une fois qu'on avait terminé ce travail, le sénateur a appelé tout de suite le président Larcher pour l'informer du nom du candidat. Donc pour moi, les choses sont claires, il n'y avait pas de doute. Et pourtant, Ismaël Mderiman Saïva, Abdullah Ariti aujourd'hui parle du syndicat des eaux comme moteur de l'Interco Outre-mer par sa présence, puisque c'est le premier à intégrer l'organisme, mais surtout par son apport financier, puisque principal organisateur et financeur du colloque qui a coûté près de 70 000 €. En gros, ce que l'on peut comprendre, c'est celui qui met l'argent sur la table doit être le guide. Pour vous, n'est-ce pas Ahmed Rama qui est le mieux placé, justement, candidat du syndicat des eaux, pour être à ce poste tant convoité? Alors, moi, là-dessus, je ne pense pas que ça soit légitime que le fait que le syndicat des eaux a mis beaucoup plus de participation que les autres collectivités, lui donne la suprématie sur la candidature parce que ce n'est pas marqué dans les règles, ni dans les statuts de l'association. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le président du syndicat a tendance à oublier, c'est que l'argent que le syndicat a mis pour adhérer ou pour cotiser au profit du syndicat, ce sont les communes qui contribuent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce syndicat a été créé par les communes et ce sont les communes qui continuent à contribuer. Donc, ce fonds qui a été mis sur la table par le syndicat pour la mise en place de cette conférence, c'est une contribution indirecte des communes. Donc, ça ne lui donne aucun droit supérieur par rapport aux communes. Alors, Ibrahim Manrifa, maire de M'Tsangamouji et autres prétendants à la présidence, a le soutien de la majorité des élus du territoire. Avons-nous ici affaire à une opposition entre élus et délégués du syndicat des eaux, du CEM? Maintenant que le président du syndicat des eaux a
a créé ce fiasco le vendredi, oui, parce que dimanche... Pour vous, le responsable, c'est clairement le président du syndicat des eaux? Oui, parce que lorsque nous avons organisé le processus, lors de cette réunion, il aurait pu très bien dire devant les collègues, bon, ben, écoutez, je ne suis pas d'accord, il aurait pu donner des arguments, hein, dire, voilà, est-ce que vous ne pouvez pas accepter la candidature de Rama parce que nous contribuons à, comment dire, des montants beaucoup plus importants. Il aurait pu sortir les arguments, je n'en sais rien. Mais il s'est tu, il a gardé l'information pour lui. Et attendre lorsque nous étions, comment dire, observés par pour toute l'autre mer en présence des élus de Mayotte, de la population de Mayotte, pour sortir de son chapeau, comme de la magie, et dire, voilà, le candidat, c'est Rama. Pour moi, ce fiasco, comment dire, lui, il doit en assumer la responsabilité, parce qu'il aurait pu nous le dire plus tôt. Il aurait pu nous appeler, parce que avant dimanche, il m'a jamais appelé pour me dire, voilà, je demande ton soutien pour la candidature Rama. Ça, il l'a pas fait. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne aujourd'hui un mois pour vous entendre. Est-ce qu'on trouvera une issue favorable dans cette histoire? Ben, j'espère que oui, parce que nous sommes 5 entités. Il y en a 4 qui soutiennent un candidat. Moi, je crois qu'il y a eu un processus démocratique qui a été mis en place, qui a été accepté par tous. Mais est-ce qu'on doit aujourd'hui donner comme ça comment dire, donner le titre à Rama juste parce que son président a fait scandale dans l'hémicycle? Je pense que c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne chose. Alors justement, dernière question, après ces scènes de division, de querelle, regardées par l'ensemble du département, des Outre-mer représentés par leurs élus, n'est-ce pas un regret pour vous? Et surtout, est-ce vraiment le moment de donner cette image à un moment clé de l'histoire de notre île? Mais pour moi, c'est un homme. C'est un homme qui a voulu outrepasser les règles de la démocratie, qui a voulu en faire qu'à sa tête. Donc, c'est vrai que je suis vraiment d'accord, c'est vraiment dommage que les choses soient passées de cette façon, mais il n'avait pas besoin, compte tenu de la situation de Mayotte, d'en rajouter. Il y avait un processus démocratique, il fallait tout simplement respecter ou le dire devant les acteurs, voilà, je n'accepte pas, voilà comment on peut arranger les choses. Mais aujourd'hui, après ce scandale qu'il a fait devant la population mahoraise, devant nos invités dans l'hémicycle, je pense que c'est à lui de se raisonner, de se dire « je ne peux pas forcer les gens ». On ne peut pas être tout seul contre 4 communautés de communes et dire et continuer à persister et à vouloir, coûte que coûte, imposer un candidat. C'est pas juste. Merci Ismaël Abderrahmane Saïva d'avoir accepté notre invitation. 19h24 sur KTV, merci d'être avec nous. À présent, le reste de l'actualité locale de ce mardi 21 novembre dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Par le biais d'un communiqué, l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles de Mayotte, UDCSFM, affirme être lasse de se battre vainement pour des rythmes scolaires adaptés à Mayotte. Selon l'organisation, malgré les différentes expressions, interventions et rencontres avec les autorités compétentes, élus représentants de l'éducation nationale, préfets, les rythmes scolaires instaurés depuis 2013 persistent dans de très mauvaises conditions et sans pour autant être bénéfiques aux enfants. Par conséquent, l'UDCSFM appelle les parents d'élèves de toutes les écoles de Mayotte à une mobilisation en vue d'une manifestation massive à partir du 28 novembre 2017 afin de réclamer des rythmes scolaires tenant compte des conditions de travail à Mayotte, notamment le retour aux 5 heures d'affilée. Le rassemblement est fixé lundi prochain à partir de 8h30 devant les portes du vice-rectorat. Hier, le département a célébré la Journée mondiale des droits de l'enfant. Dans le même temps, le rapport annuel consacré à cette question a été publié par le Défenseur des droits. Intitulé « Droit fondamental à l'éducation, une école pour tous, un droit pour chacun », le document est sans appel
et montre, si besoin en était, que la Guyane et Mayotte sont bel et bien les deux territoires les plus à la peine en matière d'éducation et de protection de l'enfance. Il est ainsi écrit, je cite, « L'importante croissance démographique en Guyane et à Mayotte, et par conséquence de l'effectif scolaire, a entraîné un manque d'infrastructures. Le défenseur des droits, à l'instar du Comité international sur les droits économiques, sociaux et culturels, s'inquiète du nombre élevé d'enfants qui n'ont jamais fréquenté l'école et du taux élevé de décrochage scolaire à Mayotte. De fait, il convient de poser la question de la pertinence d'une politique publique de l'éducation spécifique dotée de moyens adéquats à Mayotte et en Guyane. La restructuration d'Air Madagascar suit son cours. Depuis la signature de l'accord de partenariat stratégique le 9 octobre dernier, le plan de transformation est en marche au sein de la compagnie, comme en atteste la nomination du nouveau directeur général, la mise en place d'une nouvelle organisation et la désignation d'un nouveau conseil d'administration. En effet, hier, une assemblée générale ordinaire s'est tenue et 7 administrateurs ont été nommés pour un mandat de 4 ans qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021. Ces nominations constituent le deuxième acte fondateur dans la mise en place du partenariat stratégique. Ce nouveau conseil doit permettre d'asseoir une nouvelle dynamique de gouvernance. Le nom du président du conseil d'administration sera connu dans les prochains jours et les clients de la compagnie attendent désormais des répercussions sur les prix ou encore l'offre de destination. Environnement à présent, cette semaine se déroulent les Journées européennes de la réduction des déchets. Jusqu'au 26 novembre prochain, des manifestations seront organisées afin de sensibiliser tout un chacun aux impacts des résidus. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de la réduction des déchets. Alors, quels sont les bons gestes à adopter? Les réponses dans ce reportage d'Adèle Laurent. D'après l'ADEME, en France en 2014, ce ne sont pas moins de 324 millions de tonnes de déchets qui ont été produites. La consommation effrénée des ressources, mais aussi de l'énergie, a de très lourdes conséquences pour la planète. Et sur une île où la production des déchets ne cesse d'augmenter, il est important de réfléchir sur la manière dont on consomme afin de réduire notre impact environnemental. Opter pour des produits frais plutôt que des produits emballés, limiter des produits jetables et favoriser plutôt des produits réutilisables ou alors faire le tri dans la vie quotidienne. Il y a d'autres alternatives aussi qu'on peut proposer, notamment réparer ces objets ou donner des objets dont on ne se sert plus à la maison. S'orienter vers des appareils à énergie renouvelable, dont le chauffe-eau solaire, et également profiter des aides financières octroyées par EDM. Il y a aussi le conseil département qui va apporter une aide financière prochainement. Profiter de cette occasion-là pour justement réduire la facture d'électricité et préférer le chauffe-eau solaire. Se désinscrire des newsletters, éteindre les appareils électriques et électroniques quand ils sont inutilisés, passer en mode économie d'énergie, acheter du matériel reconditionné ou labellisé ou bien le Fairphone, premier smartphone éthique et responsable, utiliser un moteur de recherche éco-responsable comme Ecosia, même devant son ordinateur, de bons gestes d'hygiène numérique peuvent être adoptés. En effet, nos clics quotidiens, qui ont l'air si anodins, ont pourtant une empreinte carbone. D'après Greenpeace, si Internet était un pays, il serait le 6e consommateur mondial d'énergie. En tant qu'utilisateurs, mais aussi consommateurs, nous avons donc un rôle à jouer dans la préservation de notre environnement, notamment en ce qui concerne la réduction de la consommation d'énergie. Le particulier représente sur le territoire à plus de 50% de la consommation. Donc, un particulier fait le petit geste, 2, 3, 4, chacun fait ne serait-ce qu'un petit geste, ça peut vraiment être conséquent sur justement les économies d'énergie globales sur l'île. Le fournisseur d'électricité, lui, il délivre l'électricité, il fournit en fonction de la demande. Donc, si nous, on demande plus, obligé que, et si derrière, ils n'arrivent pas à assurer, donc c'est une nouvelle centrale qui va être amenée à avoir jour, et du coup, ça demande de l'argent, ça demande, et il y a aussi cette dépendance énergétique à base du pétrole sur le territoire. Donc ça aussi, je pense qu'on est vraiment acteurs, et on doit vraiment y participer, chacun d'entre nous.
Et les citoyens ne sont pas les seuls à avoir leur rôle à jouer. La réduction des déchets, ça passe par tout le monde, ça ne passe pas que par les citoyens, ça passe par les entreprises, par les élus locaux, c'est vraiment un travail qui passe par tout le monde, que chacun, c'est à chacun de prendre sa part de responsabilité dans cette action-là. Pour en savoir plus, rendez-vous le samedi 9 décembre, place de la République, pour la 2e édition du forum Recyclons-nous, organisé par Mayotte Nature Environnement. Et pour ceux qui aiment l'action, un concours de ramassage de canettes est organisé lors de la journée ramassage du 8 décembre. Objectif, valoriser le tri sélectif, même si le meilleur déchet, c'est évidemment celui que l'on ne produit pas. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo, Alexandra Marouane. Retour de l'information sur Kwezi demain, 6h, la matinale. Je vous retrouve avec plaisir à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous et à demain, si vous le voulez bien.